Alors, bonjour, bienvenue pour une autre conférence virtuelle dans la zone idée. Très content de vous retrouver cette semaine. Juste vous mentionner, vous reconnaissez probablement pour ceux qui sont plus des habitués, Jean-François Guittard, je suis conseiller principal en communication marketing chez ID Gatineau et j'aurai une fois de plus le plaisir d'animer cet atelier. Donc aujourd'hui, on reçoit M. Bruno Collet. On est très heureux de le recevoir. En fait, il nous a été référé par quelqu'un que vous connaissez, qu'on a déjà reçu, qui s'appelle Laurent Simon, donc qui était venu nous parler d'innovation, avec qui on collabore depuis plusieurs années également dans le cadre de notre programme G7. Mais peut-être juste avant de vous présenter M. Collet, je vous présenterai un autre habitué que vous connaissez probablement, André Goyette. Donc, bonjour André. Bonjour Jean-François. Donc, André, qui est commissaire en développement économique chez nous et qui s'occupe également de l'accueil. André, veux-tu peut-être juste nous faire un rappel au niveau du numéro de téléphone et du programme d'aide d'urgence aux entreprises? Oui, bien sûr. On a un double rôle chez ID Gatineau. Celui, d'abord, le gouvernement du Québec a octroyé une enveloppe budgétaire au MRC et à la ville de Gatineau pour venir en aide aux PME, aux entreprises. On appelle ça le programme des mesures d'aide aux PME. Et c'est ID Gatineau qui est le mandataire gestionnaire de ce fonds-là. Alors, ce sont des prêts qui vont atteindre jusqu'à 50 000 à un taux d'intérêt de 3 qui peuvent être accordés. Alors, on gère ce fonds-là. Mais on a un double rôle. L'autre rôle, c'est d'accueillir les entrepreneurs et de les orienter vers tous les autres programmes qui existent et qui pourraient profiter aux entrepreneurs de la région. Et le numéro principal pour nous contacter, c'est le 819-921-1477. Pardon, 819-921-1477. Mes collègues et moi-même sont heureux de discuter avec vous de votre situation particulière pour bien vous orienter vers les bons programmes puis répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Je répète le numéro 819-921-1477. Alors voilà, Jean-François. Merci André. Donc André va être avec nous tout au long de la conférence. Ça va être sous forme de discussion aujourd'hui. Peut-être juste vous rappeler que si vous avez des questions au niveau de la conférence, gênez-vous pas. C'est toujours le même principe. Vous pouvez commenter la publication directement et je ferai le lien entre les commentaires qui seront reçus et M. Collet également. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez les faire en tout temps. Et comme je le rappelle toujours, il y a toujours un petit délai entre le moment où on est en ligne actuellement et ce qui est diffusé sur Facebook. Donc, un délai qui peut avoir de 10 à 15 secondes. Donc, des fois, ça se peut qu'il y ait des petits délais à ce niveau-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Là-dessus, je vais intégrer également notre invité principal, comme je vous le mentionnais, qui est M. Bruno Collet. Donc, bonjour Bruno. Bonjour Jean-François, bonjour André. Bonjour. Donc, Bruno qui est conseiller, coach et formateur en leadership agile. Donc, peut-être d'entrée de jeu, Bruno, je te laisserai peut-être te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais exactement. Ok, d'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à la zone idée. Ça me fait très plaisir ici de rencontrer des entrepreneurs. Bon, en fait, je suis coach, conseiller et formateur en agilité. Bon, c'est un mot qui est assez large. Ce que ça veut dire, c'est que j'aide les organisations à devenir plus adaptables, donc à anticiper et à réagir plus vite au changement, ce qui est évidemment particulièrement pertinent en cette période-ci. Et je travaille là-dedans depuis environ une quinzaine d'années. J'ai ma propre compagnie. Donc moi aussi, je suis quelque part un petit peu entrepreneur. Donc j'ai peut-être aussi un point commun avec vous. Et je travaille surtout avec des grandes, des moyennes organisations, mais également parfois avec des plus petites organisations. Donc mes clients, par exemple, c'est Banque nationale du Canada, Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la Société de transport de Montréal, mais également des plus petites organisations, parce que toutes les organisations sont face à ce genre de défis. Donc, je suis également conférencier occasionnellement, par exemple avec les affaires, avec le PMI, donc l'Institut de gestion de projet, avec l'Ordre des ressources humaines du Québec et d'autres. Donc ça fait un peu le tour par rapport à mon background et j'espère que je pourrai répondre évidemment à vos questions par rapport à l'agilité. Excellent. Ben, merci Bruno, encore une fois, d'être présent, d'avoir accepté l'invitation. Je le rappelle, les formateurs qui viennent dans notre tribune acceptent généreusement de venir vous répondre à vos questions et nous donner quelques conseils. Donc, Bruno, peut-être d'entrée de jeu, on entend souvent parler d'agilité, justement. C'est le but de la conférence. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi, en fait, cette fameuse agilité-là? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un mot qui est assez galvaudé et puis qui est utilisé un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Puis souvent, ce qui ressort quand on parle d'agilité, les gens pensent beaucoup au TI, au développement logiciel, alors que c'est quelque chose qui est en fait plus large, la capacité à anticiper et réagir aux changements. Puis on sait qu'aujourd'hui, les changements sont de plus en plus fréquents. Et le Covid-19, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est ni le seul ni le dernier. Donc il faut s'assurer que c'est pas juste qu'on doit être capable de surmonter le changement du jour, c'est qu'on doit devenir adaptable. Donc on dit parfois dans l'agilité qu'on veut devenir immunisé au changement. On a développé la capacité à naturellement
changer plutôt qu'à chaque fois se poser la question, ah, il y a une crise, il y a un changement, puis essayer de s'adapter. En fait, l'agilité, ça reprend toute une série de choses pour faire ça. Pour devenir adaptable, ça reprend des compétences notamment de leadership, des compétences de gestion, des pratiques, donc des choses qu'on peut vraiment utiliser au quotidien pour changer ses habitudes, l'organisation elle-même, donc comment est-ce qu'on conçoit l'organisation, que ce soit par fonction, par niveau hiérarchique, etc. Donc ça permet aussi de concevoir une organisation pour qu'elle soit adaptable. On sait que les organisations qui sont monolithiques, avant de changer de cap comme un gros bateau, ça prend très longtemps. Le style de leadership, puis beaucoup l'état d'esprit des personnes et des employés. Donc c'est très très large, très transverse comme sujet, mais heureusement, il y a quand même moyen de trouver des angles d'attaque pour amener l'agilité sans tout transformer. Et peut-être que ce qui caractérise de mieux l'agilité, c'est ce qu'on appelle le virage de prédictif à adaptatif. Donc prédictif, ça veut dire qu'on connaît tout et qu'on veut tout savoir avant d'avancer. Si par exemple je construis une maison, je vais avoir les plans qui seront faits au millimètre près avant de commencer à poser la première pierre. Je suis en prédictif. Donc, je vais m'assurer de tout comprendre avant de travailler. Mais quand on travaille sur certains produits, certains services, on a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas si les clients vont répondre positivement. On ne sait pas si on a la faisabilité technique de le faire. On ne sait pas si les attentes des clients vont correspondre aux produits. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'avancer par petits pas. Donc, c'est simplement ça, l'agilité, c'est de se dire qu'on va avancer sur ce qu'on sait. Et puis, on va se poser la question, OK, mais qu'est-ce qu'on a appris? Et en fonction de ce qu'on a appris, est-ce que je pivote ou est-ce que je continue tout droit? Donc, la notion d'adaptatif, ça veut dire qu'on doit s'adapter de manière systématique lorsqu'on développe et qu'on déploie et qu'on commercialise ses produits et services. Donc, on parle souvent d'itératif et d'incrémental. L'itératif, ça veut dire que par petite période de temps, par exemple, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, on va s'arrêter, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on a appris? On va regarder en arrière, qu'est-ce qu'on a appris? En fonction de ça, qu'est-ce que j'ai gagné comme information qui me permet de faire un pas en plus? Et l'incrémental, ça veut dire qu'on va aussi livrer les choses par incrément, progressivement. Par exemple, si on fait un nouveau produit, plutôt que d'en fabriquer 1000 d'un coup, on va en fabriquer 200 et voir ce que ça donne, puis en rajouter 200 et ainsi de suite. Donc, il y a ces deux notions-là qui permettent de bien différencier ce que c'est qu'un mode agile, donc l'agilité, par rapport à un mode qui est prédictif, ou un mode qu'on appelle parfois traditionnel, où effectivement on veut tout comprendre avant d'avancer, puis on connaît le point B, et puis on fait une ligne droite jusqu'au point B, puis ça on sait que quand il y a des changements, ça ne marche pas. Donc, dans le fond, Bruno, ce que tu nous expliques également, c'est possible de devenir agile sans transformer son organisation, étant donné que c'est un peu juste essai-erreur où on peut y aller par petites doses, là. Ben oui, en fait, quand on parle de ça, c'est sûr que quand je mentionnais les compétences, les styles de gestion, le design, l'organisation, ça fait directement peur. Si je vais avec un client, chez un client avec ça, il va me dire, ouais, mais moi, je veux juste devenir plus adaptable, je veux pas qu'on commence à changer les rôles, la hiérarchie, etc., de l'organisation. Donc, heureusement, il y a effectivement moyen d'aller vers l'agilité en mode agile. Donc, on se l'applique à nous-mêmes. On se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut commencer à faire ça sans tout transformer dans l'organisation pour challenger notamment les habitudes, les pratiques, pour amener de l'agilité. Puis, il existe effectivement des moyens pour ce faire, pour devenir plus agile sans tout transformer. Ce genre de moyens que moi je mets de l'avant, puis d'autres aussi, on appelle parfois ça des hacks au sens de hacking, dans le sens où on veut faire quelque chose à moindre coût et rapidement, puis voir ce que ça donne et se questionner, se challenger en faisant ça. Justement, parlant de hacks, je sais que c'est une notion qu'on avait abordée, toi et moi, là, hors d'onde. En fait, tu me discutais de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi, en fait, ces fameux hacks-là? C'est quoi, puis qu'est-ce qui ferait du sens là, pour les entrepreneurs à ce niveau-là? Effectivement, on a évoqué ça parce que je pense que c'est des choses qui sont très pertinentes pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément envie de retransformer leur organisation dans son ensemble. La notion de hack, en fait, à l'origine, c'est qu'avec des moyens très limités, on veut détourner des habitudes qu'on a déjà. Donc la notion d'un hack, il y a plusieurs critères qui font quelque chose d'être un hack et pas un changement ordinaire ou un projet quelconque. Le premier, c'est que c'est immédiat. Si je vous montre un hack, à quoi ça peut ressembler, vous pouvez vous dire, voilà, aujourd'hui on est jeudi, lundi, je l'essaye. Ce n'est pas quelque chose qui va nécessiter des formations de tous les côtés, puis des analyses, etc. On peut le mettre en place quasiment immédiatement. Le deuxième, c'est émotionnel. Donc il y a des pratiques, mais en ce faisant, quand on met en place un hack, quand on l'expérimente, on va aussi sortir de sa zone de confort. Parce que quand on met en place un hack, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez le mettre en place, il faut savoir que le changement, ce n'est pas uniquement ceux qui travaillent pour vous. Le changement, c'est aussi vous-même. Donc le hack va aussi permettre de vous questionner vous-même dans vos habitudes.
Le hack, il doit aussi être visible. Donc, quand on fait un hack, puis on va avoir des exemples, là, je pense tout à l'heure, on veut que ce soit visible aux autres dans l'organisation pour que ça crée un effet d'engouement, hein. J'allais dire un effet viral, mais le mot viral n'est pas très apprécié ces derniers temps, donc on va l'éviter. Mais que ça devienne un peu un engouement d'organisation, qu'on dit, bah tiens, regardez, ils gèrent leurs rencontres différemment, ils gèrent leurs équipes différemment, on devrait faire comme ça aussi. Donc la notion de hack, on veut aussi que ce soit visible pour que ça sème des graines ailleurs dans l'organisation et que ça se propage naturellement. Et finalement, ça requiert peu d'efforts, donc c'est pas quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'investissement ou encore une fois de formation, etc. Par contre, ce que ça requiert beaucoup, c'est du courage. Parce que pour faire ça, il faut être capable de se questionner puis d'essayer quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. Donc il faut être conscient de ça. Mais comme c'est un hack, comme c'est quelque chose qui est assez petit à l'origine, initialement, le danger que ça brise quelque chose est très réduit. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques du hack. Immédiat, je ne sais pas si on voit mes doigts, voilà. Immédiat, émotionnel, visible, peu d'efforts, beaucoup de courage. Donc visible, ça veut dire un potentiel de réaction en chaîne dans l'organisation. J'aimerais poser une question, Bruno. J'aimerais revenir sur le concept prédictif versus adaptif. Parce que les entrepreneurs, surtout dans les PME, sont par nature là, assez opportunistes. Et on leur reproche souvent de courir après trop de lapins à la fois, puis de faire des pivots constamment, puis de manquer de consistance. Or, beaucoup de conseillers aux PME vont leur proposer plutôt de faire des plans d'affaires, de faire des plans marketing, puis des plans d'action, puis de planifier leur action. Or, vous semblez dire semblez soutenir que c'est peut-être pas la meilleure approche dans ces temps incertains. Puis vous, où on trace la ligne, où quand s'arrête l'adaptivité d'une démarche consistante là, et souhaitable? André, c'est une excellente question, parce qu'effectivement, il y a une ligne à tracer quelque part. Dans l'agilité, en fait, on parle de vision et on parle de pratique agile. Donc, les pratiques agiles, ça veut dire que là, on est très adaptatif. On veut vraiment tester des choses, essayer, puis on peut pivoter rapidement. Par contre, on a une vision qui nous donne comme un cap général. Une vision, par exemple, par rapport à ces produits, ces types de clients, ces types de services, qui va quand même nous donner une marge de manœuvre, mais une orientation générale. C'est un peu comme le phare dans la tempête. Et tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, mais tu as toujours une lumière quelque part, tu sais vers où tu vas. Donc, c'est par rapport à ça. Puis, effectivement, pour les entrepreneurs, je pense que c'est très important d'avoir à la fois une vision qui est forte ou qui est inspirante, qui est ambitieuse, qui est à plus long terme. Mais pour atteindre cette vision, on sait qu'on va devoir pivoter de nombreuses fois. Donc, c'est ça un peu qui permet de tracer la ligne, je pense. Puis, quand tu parles un peu notamment des plans d'affaires puis des banques, c'est toujours... c'est marrant parce que c'est vraiment toujours un point de friction pour l'entrepreneur. Moi, je me rappelle, j'ai fait des business cases, j'ai soumis à des banques pour des emprunts, etc. Et puis, j'ai fait des budgets de crayons et d'effaces sur 5 années par mois. Puis, ça n'a aucun sens parce qu'après 2 semaines, c'est obsolète. Donc, dans beaucoup de structures traditionnelles, notamment les banques, il n'y a pas cette perception qu'on va devoir pivoter, notamment. Et c'est très nuisible parce que finalement, on s'engage sur des choses qui ne sont pas forcément réalistes. Je pense que c'est en train de changer, mais ça reste En fait, c'est même pire que de ne pas avoir le contrôle. Il y a une chose qui est pire que de ne pas avoir le contrôle, c'est de croire qu'on a le contrôle. Quand on voit un gros plan d'affaires comme ça, on a l'impression que je maîtrise tout, je sais tout. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. On a fait plein d'hypothèses et on va essayer de se tenir à nos hypothèses. Avez-vous des exemples à nous donner d'entreprises qui vous ont inspiré là, ou qui seraient des modèles à suivre? En fait, des entreprises, oui, mais c'est plus des secteurs, hein, des secteurs qui sont adaptés, notamment dans le Covid-19. Il y a quand même toute une série d'entreprises, voire de secteurs qui ont pu s'adapter. Notamment, on parle beaucoup de télémédecine. On sait qu'aujourd'hui, la santé et l'hygiène, c'est fondamental. Or, la manière de livrer la santé et l'hygiène, traditionnellement, à 99%, c'est en personne. Donc, c'est à la fois une solution et un problème aujourd'hui. Donc, beaucoup d'entreprises ont commencé à se poser la question, comment est-ce que je peux livrer mes services sans être en personne, notamment des psychothérapeutes, nutritionnistes ont commencé à faire des consultations à distance, ce qui peut paraître banal, mais ce n'est pas forcément évident pour eux, parce qu'il y a aussi la confidentialité, il y a toute une série de choses qui jouent, et notamment même les assurances. Les assurances ne couvraient pas les consultations à distance et se sont adaptées aussi par rapport à ça, hein, parce que c'est une manière de faire qui est tout à fait normalement acceptable. Les pharmacies qui ont commencé à livrer les médicaments à distance, qui normalement ne se fait pas parce qu'il y a toujours un danger que le médicament se retrouve dans de mauvaises mains, évidemment. Donc, il y a quand même toute une série d'acteurs dans la télémédecine qui ont pivoté
grâce à la crise, Covid-19 ou à cause de la crise, dépendant, tout en gardant leur vision. Ils n'ont pas changé de business. Ils ne se sont pas dit, on était une pharmacie, mais non, on va faire on va livrer des pizzas. Là. Ils sont restés dans leur business, donc ils sont restés véritables, authentiques par rapport à leur vision, mais ils ont ajusté leur façon de travailler. Il y a d'autres domaines, comme par exemple le télétravail, c'est la même chose. Le télétravail, jusqu'à 15 mars, le télétravail, pour beaucoup d'organisations puis de patrons, c'est pas acceptable. On n'a pas confiance. On ne sait pas ce qu'ils vont faire à la maison. 2 semaines plus tard, il n'y avait pas de problème pour le faire. Pourquoi ? On dit nécessité fait loi. Donc, ils sont adaptés par rapport à ça. Ils ont pris des systèmes, ils ont pivoté par rapport à la manière de s'engager avec leurs employés, de collaborer. Il y en a d'autres dans les plastiques, par exemple. Les plastiques, c'est un point important aussi. Jusqu'à il y a peu, tout ce qui est plastique, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très bien perçu parce que c'est polluant. Or, maintenant, on ne peut plus amener ses sacs personnels à l'épicerie. Donc, on est de retour à des sacs jetables. Donc, il y a des acteurs qui sont pivotés par rapport à ça pour fournir, pour remplir ce genre de demande. Donc, il y a quand même beaucoup d'organisations qui ont réussi à tirer parti un peu de la crise. Là. Je ne dis pas que ça ne les a pas heurtés, mais qui ont tiré parti de la crise grâce à une agilité qui est parfois naturelle. Mais au global, est-ce que vous diriez que l'agilité, c'est une question de savoir-être ou de savoir-faire? Quels sont les obstacles à l'agilité? Et en fait, il y a les deux. C'est une excellente question parce qu'on parle beaucoup de culture dans l'agilité. Mais la culture, on ne sait pas la toucher. Je ne peux pas dire je vais changer la culture. Ça ne marche pas. Je change des pratiques. Quand ces pratiques donnent de bons résultats et qu'on les renforce, donc, ils deviennent une habitude. Et quand c'est une habitude, ça rentre dans la culture. La culture, on ne sait pas la toucher. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur les pratiques, comme les hacks, qu'on pourra explorer un petit peu là, et qu'à partir de là, on change la culture. Donc moi, et ça c'est peut-être plus des écoles de pensée, moi je suis plus de ceux qui croient qu'il faut faire et essayer les choses, et ensuite l'état d'esprit suit. Le seul état d'esprit qu'on doit avoir à la base, c'est une ouverture pour essayer des choses à la base. C'est tout. Après ça, tout ce que j'ai vu dans ma carrière, ma agilité, c'est des gens qui sont prêts à essayer quelque chose, puis si ça fonctionne, ils vont l'intégrer. Donc ça va rentrer dans la culture de l'organisation. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, André. Oui. Bruno, peut-être juste revenir, tu nous parlais justement de faire un retour sur les hacks. Je sais que tu as préparé du visuel que tu voulais nous présenter à ce niveau-là. En fait, est-ce que tu peux nous présenter, ce serait quoi les hacks qui feraient du sens pour les entrepreneurs? Oui, je m'étais posé la question avant la rencontre, si on devrait trouver 2-3 hacks qui vraiment sont probablement actionnables pour les entrepreneurs, lesquels ce seraient des hacks qui peuvent les aider à devenir agiles sans tout transformer. En fait, le premier que je mentionnerais, c'est la notion d'équipe autonome et multidisciplinaire. Puis je sais que ça peut paraître conceptuel quand je dis ça comme ça, mais en fait, c'est très, très concret. C'est très simple. L'idée, c'est que pour pouvoir décider plus rapidement, puis réagir plus rapidement, on essaie d'amener le pouvoir de décision le plus près possible des gens qui sont en première ligne. Donc les gens qui ont de l'information, qui sont face aux clients, qui sont face à la crise, s'il y a une crise, pour pouvoir réagir plus rapidement. Puis j'ai préparé un petit visuel par rapport à ça. Donc si tu veux, Jean-François, tu peux le mettre à l'écran. C'est la première diapo. C'est ça. Donc en fait, le virage qu'on veut faire, c'est passer d'équipes qui sont des équipes traditionnelles vers des équipes qui sont auto-organisées et multidisciplinaires. Donc ici à gauche, on a une équipe traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un chef et puis les gens ont tous la même fonction. Par exemple, une équipe de vendeurs. Une équipe de vendeurs, c'est tous des vendeurs. Donc ils vendent des choses, mais si on les prend tout seuls, l'équipe de vendeurs, ils ne savent rien vendre parce qu'ils n'ont rien à vendre. Donc ce n'est pas une équipe qui est bout en bout, c'est une équipe qui est d'une seule fonction. Alors que du côté droit, on voit les petits bonshommes de différentes couleurs, c'est une équipe qu'on appelle bout en bout. Peut-être que dans cette équipe, il y a un vendeur, il y a quelqu'un qui peut configurer des produits, quelqu'un qui peut, les concevoir, les manufacturer, etc., dépendamment de votre business, évidemment. Donc, une équipe qui va reprendre des gens qui ont des rôles très diversifiés et qui est comme une sorte de micro-entreprise. Tout seul, cette équipe-là est capable de livrer les produits et services. Et évidemment, dépendamment de la nature de l'organisation, ça peut être 3 personnes, comme ça peut être 20 personnes. Mais l'idée, c'est quel est le noyau minimal qui permet vraiment de livrer vos produits et services. Et grâce à ça, on est capable d'avoir une beaucoup plus grande réactivité sur le marché ou par rapport aux enjeux techniques de clientèle, etc. Une autre chose qui est distincte, c'est la notion de type de gestion.
Donc à gauche, en traditionnel, c'est une gestion qui est top-down. Typiquement, la personne, le chef, le boss, il va assigner des tâches aux différentes personnes et ces personnes vont rapporter à lui avec des résultats. Alors que du côté droit, en fait, on appelle ça en agilité un leader-serviteur. Et ça rejoint aussi la question d'André tout à l'heure. Il est leader par rapport à la vision, donc il va donner une vision, un objectif général. Par contre, après ça, ce sont les personnes dans l'équipe qui vont s'auto-organiser pour comment atteindre ça. Lui, pour tout le reste, il est serviteur. Oui, il est en dessous du rond. Il est là pour créer un environnement où les gens peuvent performer. Donc un environnement qui est physique, qui est technologique, qui est psychologique. Donc les gens doivent se sentir, par exemple, à l'aise pour prendre des risques, pour parfois faire des erreurs, des choses comme ça, parce que si on donne l'autonomie, ça veut dire que les personnes ne vont pas chaque fois devoir checker en arrière-plan, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas. Et grâce à ça, on va devenir beaucoup plus réactif sur le marché. En type d'autorité, on dit souvent, c'est un peu plus académique, on passe d'une hiérarchie d'autorité à une hiérarchie de compétences. Hiérarchie d'autorité, ça veut dire que c'est le chef qui décide parce qu'il est chef. Hiérarchie de compétences, la personne qui décide qu'est-ce qu'on va faire par rapport à un client, un produit, un service, un domaine, quel que soit votre domaine, c'est celui qui a la meilleure information puis des compétences pour le faire. Donc c'est très différent comme mode décisionnel. Et typiquement, dans une équipe de ce type-là, on a de moins en moins de gestionnaires parce que la gestion, une grande partie de la gestion est déléguée dans les équipes. On dit souvent en agilité, la gestion est beaucoup trop importante pour être laissée aux gestionnaires. Donc on la ramène là où les personnes ont l'information et les compétences pour prendre les bonnes décisions. Et puis, il y a plein d'exemples par rapport à ça. Donc, si je regarde, par exemple, Whole Foods, qui, je pense, a été acquis par Amazon, qui est une épicerie, il y a quelques années, il y a eu un incident dans un magasin. Il y a eu une panne d'électricité, donc tous les systèmes ne fonctionnaient plus. Il y avait plein de clients dans le magasin, ils ne savaient plus payer, ils ne savaient plus rien faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les caissiers, les personnes vraiment de frontline? Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les clients soient satisfaits? Dans une réseau traditionnelle, ils auraient dû escaler, puis téléphoner, essayer de rejoindre leur chef pour avoir des décisions. Ils ne peuvent pas le faire. Il n'y a même pas de téléphone qui fonctionne, en tout cas de téléphone ordinaire. Ce serait trop lent pour le faire. Donc, ils ont décidé par eux-mêmes, parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire, on va laisser partir les clients avec leurs achats exceptionnellement. Grâce à ça, on va les garder, etc. Dans une organisation traditionnelle, ils auraient pris un risque personnel de faire ça. Ils n'auraient pas été habilités à le faire. Mais dans cette organisation-là, c'était prévu au niveau de la gestion en cas de crise, ou s'ils sont déconnectés, ils sont autonomes pour le faire. Ils sont habilités à le faire. Donc ça, c'est un exemple, je pense, simple et assez frappant de qu'est-ce que c'est qu'une équipe autonome, notamment en temps de crise. Puis là, j'ai un autre exemple de hack, si vous le voulez, à moins qu'il y ait d'autres questions entre-temps. Est-ce que je poursuis sur les hacks? Je ne sais pas si vous m'entendez, Bruno. La question que j'ai, qui me vient spontanément, c'est que pour plusieurs entrepreneurs, l'organisation du travail en cellule, comme vous le proposez, ça fait bien du sens. Mais beaucoup d'entrepreneurs vont avoir un sentiment de perte de contrôle. Comment peut-ils gérer ça? Oui, en fait, c'est un très bon point parce que ça fonctionne uniquement quand il y a une confiance nécessaire. Et encore une fois, la confiance, ça vient par la pratique. C'est après le problème de la poule et de l'œuf. Donc l'idée, et ça c'est le hack lui-même, par rapport à l'entrepreneur lui-même, imaginez que vous partez en vacances 2 semaines. Ok? Vous n'êtes pas en vacances, mais imaginez que vous êtes en vacances et vous laissez les gens travailler 2 semaines par eux-mêmes. Je vous garantis que les choses ne vont pas exploser. Et vous revenez de vacances et ça ne va pas exploser. Faites-le pour du vrai, mais sans partir en vacances. Essayez vraiment de dire, moi je vais me déconnecter pendant 2 semaines, il n'y a que si c'est des questions de vie ou de mort qu'on va me contacter, qu'on va escaler, comme on dit en bon français. Mais sinon, vous le faites de votre côté, puis je vous fais confiance pour prendre les bonnes décisions. Puis les gens, ce n'est pas des enfants. Quand ils rentrent chez eux à la maison, ils savent gérer leur maison, leur voiture, leurs enfants, leurs emprunts hypothécaires. Pourquoi? Parce que quand ils passent à la porte du bureau, ils sont infantilisés, puis ils ne savent plus rien faire sans demander d'autorisation. Les gens sont tout à fait habilités à le faire, dans la grande majorité. Donc le hack, pour les entrepreneurs, c'est de leur donner la chance, sur une période de temps, et sur une certaine responsabilité, pour voir comment ça fonctionne, et de ce fait-là, gagner mutuellement en confiance. La confiance, elle est mutuelle. L'entrepreneur fait confiance à son équipe, que c'est des gens intelligents, qui ont envie de bien travailler si on leur donne la possibilité. Puis l'équipe fait confiance en l'entrepreneur, au patron, parce que ils savent que même s'il se passe quelque chose, il est toujours là en plan B, puis ils ne vont pas se faire blâmer. Ça me rappelle aussi, Bruno, une histoire, un reportage que j'avais vu il y a plusieurs années où un concierge prenait sa retraite après 25 ans de service.
Puis son patron lui donnait une montre en or pour le remercier de toutes les années qu'il avait donné à l'organisation. Le concierge avait regardé en lui disant, écoute, sais-tu que pour le même prix, tu aurais pu bénéficier de mon expertise? Parce que justement, il était réduit à faire la tâche, à exécuter, à passer le balai, puis à nettoyer. Mais pour le même prix, j'aurais peut-être pu t'aider à choisir les meilleurs produits ou à sauver de l'argent à quelque place, quoi que ce soit. C'est un peu ça dans le fond aussi, c'est que l'employé va se sentir valorisé, puis l'équipe, l'organisation va être gagnante au bout de la ligne. Donc, c'est un win-win. Tout à fait. Il faut vraiment faire confiance, commencer à faire confiance, puis la confiance se bâtit. Puis ça, c'est un très bon exemple aussi, effectivement. Souvent, c'est des gens qui ont parfois des tâches qui ne sont pas forcément les plus appréciées, mais qui sont tout à fait capables de monter au créneau au besoin. Hein. Donc, il faut tirer parti du potentiel des gens. Puis, ce n'est pas uniquement une question d'efficacité ou de rentabilité. C'est aussi une question d'attraction du talent. On sait que c'est un défi d'attirer le talent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils recherchent les gens talentueux? Ils recherchent des endroits où on valorise la créativité, on valorise l'intelligence collective, où on donne l'autonomie, où on leur fait confiance. Donc, ce n'est pas uniquement bon juste pour le business, ça va aussi être bon pour attirer et retenir les personnes qui sont les meilleures. Absolument. Je pense que tu avais 2 autres actes que tu voulais nous présenter, Bruno. Est-ce que tu souhaites-tu que je présente la deuxième acétate que tu avais? Oui, tout à fait. On peut le présenter la deuxième. On va juste changer ça. En fait, la deuxième acétate, là, donc c'est un hack qui s'appelle l'accélération à la prise de décision, tout simplement. Parce qu'une des choses qui nuit beaucoup aux organisations, qu'elles soient petites ou grandes, peut-être plus les grandes que les petites, mais vous allez probablement retrouver là aussi, c'est la notion que les décisions sont prises selon une chaîne de commandes. Donc, si moi, j'ai un enjeu quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller à ma rencontre hebdomadaire avec mon chef pour mentionner mon enjeu. Lui, il va me dire, OK, on va présenter ça au comité de direction la semaine prochaine, analyse un peu ça et prépare quelques slides pour le faire, par exemple. Semaine prochaine, on va en parler. Eux vont commanditer une analyse pour mieux comprendre. Et puis, un mois plus tard, on va décider sur l'enjeu. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on va créer beaucoup d'incertitudes et créer beaucoup de dommages en postposant la décision. Parce que la réalité, c'est que on sous-estime grandement le coût de retarder une décision. On pense que parce que les gens continuent à travailler, puis les produits continuent à se vendre, le fait qu'on décide aujourd'hui ou dans 3 semaines ne fait pas beaucoup de différence. Mais en réalité, il y a toute une sorte de coût caché à retarder une décision, notamment le travail qui peut être gaspillé parce qu'on ne travaille pas sur les choses les plus importantes, mais également un coût humain de perte de confiance. Parce que les équipes, les gens, quand elles ramènent un enjeu puis qu'il n'est pas traité assez rapidement, elles perdent de la confiance aussi. Donc, il y a un coût important au-delà du simple délai de temps de prise de décision. Le hack ici, en fait, il est très simple. Ça a été mis en place pour plusieurs organisations. Puis l'idée, c'est simplement que l'équipe qui travaille, elle va avoir un tableau d'enjeux, qui est un tableau qui aujourd'hui serait virtuel, hein, pas physique, mais ça peut être sur un mur physique. Un tableau avec ce qu'elle est en train de faire. Et puis, dépendamment de son travail, donc c'est un tableau, on appelle ça un Kanban en japonais, mais bon, c'est un tableau à 3 colonnes avec ce qu'on est en train de faire, ce qui est en cours, ce qui est terminé. Puis les tâches sur lesquelles l'équipe travaille vont traverser ces trois grandes phases. Et quand on a un enjeu, quand on a un problème, on met un petit sticker sur là où on a un problème, parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de le résoudre, on a besoin du soutien, notamment peut-être du chef, de l'entrepreneur, du patron. Et chaque jour, ou chaque 2 jours, par exemple, le patron, il vient voir ça. Pendant un quart d'heure, il est debout, si c'est physique, et puis il regarde uniquement les tâches où eux ont des enjeux. Donc, c'est un mécanisme d'escalation rapide qui fait que très rapidement, l'équipe peut dire, voilà, là, je n'ai pas le pouvoir de régler ça, puis c'est important. Le chef vient, il va régler ça, et il va pouvoir éventuellement directement le régler sur place, plutôt que de se dire, on va présenter ça à un comité X, Y ou Z dans 2 semaines. Donc, l'idée, c'est de rendre les enjeux visibles directement et de se mettre, par exemple, un chrono de 15 minutes quand on fait ce genre de rencontre-là, où on fait on fait émerger les enjeux pour qu'on les règle directement plutôt que de se mettre des to-do. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on peut intégrer à des rencontres, qu'on peut intégrer au quotidien, par exemple tous les matins à 8h, de 8h à 8h15 ou de 9h à 9h15, si on se lève plus tard, qu'on passe en revue le tableau et que directement on règle les enjeux. Donc, ça accélère environ de 5 fois la prise de décision dans les organisations. Et ça aide aussi à comprendre que postposer une décision, ça a un coût qui est souvent un coût caché.
Très intéressant, Bruno. Je sais que tu as un dernier hack, le temps avance également. Si on va avoir le temps de passer, j'ai une question du public aussi également. Mais juste avant d'y répondre, ce serait peut-être intéressant de voir ton troisième hack là, que tu souhaitais nous présenter. Je vais le mettre à l'écran dans Ok, ben, quelques secondes. je vais aller vite sur le hack, comme ça on aura le temps pour les questions-réponses par la suite. Donc en Voilà. fait, une des difficultés qu'on a, comme mentionné précédemment, surtout comme entrepreneur, c'est de tester des produits avant de faire le produit complet. Donc de se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut commencer à tester avec des vrais utilisateurs, donc des vrais clients, pour avoir un feedback avant d'investir davantage dans le produit. Alors ce qu'on ne veut pas faire, c'est ce qui est au-dessus. Donc là, si je veux faire une voiture, je fais d'abord une roue, puis deux roues, ben oui, je fais le produit de manière incrémentale, comme on dit, mais les étapes intermédiaires ne sont pas utilisables. On ne peut jamais conduire la voiture. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de se poser la question dans mon produit et mes services, hein, par rapport à mon entreprise, est-ce que je peux trouver des produits intermédiaires comme ce qu'on voit ici en dessous? Donc, plutôt que d'avoir directement la voiture, peut-être avoir d'abord la planche à roulettes. Est-ce que les gens sont vraiment intéressés à se déplacer de cette manière-là? Et puis la trottinette, puis le vélo, puis la moto, puis la voiture. Et donc là, la grande différence, c'est que ces produits intermédiaires sont utilisables. Et là, le hack s'appelle le produit minimal viable. Le produit minimal viable, c'est vraiment se poser la question, si je veux tester les hypothèses par rapport à mon produit, notamment est-ce que les clients sont intéressés par ce produit, par ce service, quelle serait la version la plus dépouillée possible que je pourrais montrer à peut-être un petit nombre de clients potentiels, juste pour tester mes hypothèses avant d'investir davantage? Alors, ça peut paraître très simple d'un point de vue intellectuel, hein, mais en fait, on est souvent mindé, on est souvent dans un état d'esprit qui s'oppose à ça parce qu'on veut réduire le risque. Et le paradoxe, c'est qu'en essayant de réduire le risque, en voulant tout comprendre, en fait, on crée le risque parce qu'on se fait plein d'hypothèses. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le produit qui est le minimal, quel que soit votre produit, se poser la question, si je veux tester ça, quelle est ma planche à roulettes? À qui je peux la montrer avant d'aller plus loin? J'ai un exemple d'ailleurs par rapport à ce genre de choses-là qui est très, je pense, très très parlant. Ça va me prendre juste 2 minutes. Il y a des années, il y a quelqu'un qui a créé une nouvelle compagnie aérienne. Puis créer une compagnie aérienne, c'est pas quelque chose qui est facile à faire parce que c'est une énorme barrière d'entrée dans ce genre de secteur-là. Donc comment est-ce qu'on crée une compagnie aérienne quand on n'a pas nécessairement les accès? Donc lui, il s'est posé la question, je vais plutôt que d'acheter des avions, puis d'acheter des slots dans les aéroports, des slots horaires, etc. C'est extrêmement cher. Je vais commencer par juste faire un site web. Puis le site web, il va permettre aux gens d'acheter des billets, très bon marché, et je vais leur garantir que si je n'arrive pas à faire ma compagnie aérienne, je leur rembourse le billet. Ça se fait pour des banques aussi, notamment en Belgique. Okay, et donc là, il a commencé à collecter des précommandes pour voir est-ce que les gens sont intéressés par un vol, par exemple, de Gatwick, qui est près de Londres, à Newark, qui est près de New York, dans des aéroports secondaires. Il a commencé par faire ça pour voir est-ce qu'il y a une demande pour ça. Avant même de se poser la question, est-ce que je vais acheter ou louer un avion? Okay, et donc là, il a validé son hypothèse. Oui, effectivement, il y a une demande pour des billets d'avion bon marché entre Gatwick et Newark, en dépensant extrêmement peu d'argent. Ce gars-là, c'était Richard Branson. C'est comme ça qu'il a créé Virgin Airlines. Il n'a pas acheté 10 avions. Il rentre dans un marché, il va le disrupter, il va tester des hypothèses de valeur avant d'investir davantage. Posez-vous toujours la question, dans vos produits et services, c'est quoi le minimum que je peux faire pour tester ça? Vraiment intéressant. Les questions de hack, puis tout ça. Si je reviens aux questions du public, Bruno, actuellement, tantôt avec André, on a effleuré un peu les obstacles à l'agilité. On peut-tu élaborer un petit peu plus et ce serait quoi exactement les obstacles à cette fameuse agilité-là actuellement? Là? OK. En fait, les obstacles, je pense que le principal obstacle que j'ai vu dans ma carrière, c'est que si vous faites une recherche sur Google, sur agilité, en disant, tiens, je veux devenir plus agile, ce que ça va vous donner souvent, c'est des méthodes, des méthodologies. On va avoir du Scrum, Safe, Scrum at Scale, Discipline Agile. Il y en a des dizaines, des centaines. Puis ces méthodes, souvent, premièrement, elles sont basées sur le développement logiciel. Et deuxièmement, souvent, quand on applique une méthode, on n'a pas forcément l'état d'esprit qui va avec. Donc pour moi, le plus grand obstacle, le plus grand piège, c'est d'essayer de ritualiser l'agilité, simplement sans comprendre l'intention qui va derrière. Donc ces méthodes-là, oui, elles peuvent être intéressantes, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui marcherait pour vous?
Okay, donc, le premier obstacle, ce serait de trouver le bon point d'entrée dans votre organisation, votre entreprise, pour amener l'agilité sur quelque chose qui fait du sens, qui a un impact au quotidien, et non pas forcément aller regarder ce qui se fait ailleurs, parce que l'agilité est très contextuelle. Le deuxième obstacle, je dirais, c'est de le faire seul. Parce que l'agilité, par définition, c'est quelque chose qui est collectif. On veut leverager en bon français l'intelligence collective. Et donc, c'est se dire, bah, tiens, je vais faire ça tout seul. Il faut souvent s'adjoindre des personnes qui sont peut-être des fournisseurs, des clients, des partenaires, pour avoir une vision externe, puis le faire correctement pour sortir un peu soi-même, parce que l'agilité, ça aide à se questionner soi-même. Donc, pour se questionner soi-même, c'est bien de prendre un pas de recul par rapport à ses propres activités et ses propres habitudes, ses propres réflexes. Donc ça, ce serait, je pense aussi, un obstacle, en tout cas un piège à éviter. Puis peut-être le principal, c'est de se cristalliser sur un point B. Puis là, je l'ai mentionné tout au début, le but de l'agilité, c'est pas uniquement de résoudre votre crise d'aujourd'hui, c'est de devenir adaptable pour le futur. D'autres termes, le point B, vous ne le connaissez pas. Ça veut dire que on ne veut pas que l'agilité serve une fois, un one-shot pour la crise d'aujourd'hui. On veut intégrer ça pour que dorénavant, on sache anticiper et réagir en cas de crise ou en cas de changement. Puis on nous demande également, Bruno, est-ce qu'il y a un risque à être ce point agile? En fait, on sait, est-ce qu'il y a un risque de, par exemple, c'est très exigeant et demandant pour nos équipes? Est-ce qu'il y a un risque de les brûler? Comment tu vois ça exactement? Il y a effectivement des risques d'épuisement par rapport à ça. Donc, c'est comme la confiance. Ça se bâtit progressivement. Donc, le degré d'agilité, on a vu un peu avec la notion d'équipe autonome. Il faut voir ça comme un cadre d'autonomie. Littéralement un cadre. Puis, vous commencez avec un cadre pas trop grand. L'autonomie pendant une semaine sur certaines choses. Puis, vous le faites grandir progressivement de manière à ce que l'équipe gagne en autonomie, puis on gagne en confiance. Parce qu'effectivement, c'est un risque de dire, bah, tiens, voilà, tu es autonome, puis les personnes vont se brûler et vont stresser. Donc, ça va avoir l'effet contraire. Donc, c'est vraiment une négociation entre l'entrepreneur, puis les équipes, ses employés, pour savoir quel est le bon niveau d'autonomie qu'on voudrait se donner, quel est le bon niveau d'agilité pour progresser ensemble, sans les brûler, sans leur faire peur. Ça soulève aussi la question de trouver un équilibre, un juste équilibre entre la stabilité et l'agilité. Et comment on y parvient? Oui, bah là, en fait, j'avais évoqué tout à l'heure, c'est vraiment une notion de vision par rapport aux pratiques qu'on a au quotidien. Donc, on sait qu'on a, on a une vision, puis on a souvent une feuille de route avec des grands jalons, par exemple des jalons au trimestre, des jalons au semestre, qui vont nous aider à dire, OK, on a une direction générale. Si aujourd'hui, on vend des assurances, on ne va pas pivoter puis vendre des pizzas demain, hein, on va continuer à vendre des assurances. Par contre, on a toute une marge de manœuvre là-dedans. Donc là, c'est très contextuel. Je ne pourrais pas répondre à la question en détail parce que c'est à vous de voir. Je veux une orientation générale, puis à partir de là, je peux pivoter dans cette orientation-là. Effectivement, il faut vraiment s'assurer qu'on ait une stabilité, parce que si on n'a pas de stabilité du tout, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un entrepreneur qui va courir comme une poule sans tête, là, ça, c'est pas de l'agilité. Ça, c'est de la confusion. Donc, il faut s'assurer qu'on ait une orientation. La vision va aider aussi par rapport à ça. Peut-être, Bruno, peut-être une dernière question en terminant, le temps avance. Ce que j'aime toujours demander à la fin, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs, là, ceux qui voudraient se lancer dans l'agilité présentement? Ce serait quoi ton meilleur conseil que tu pourrais leur offrir? Mais moi, je pense qu'il faut trouver ce qui leur fait mal aujourd'hui dans l'organisation. Parce que souvent, l'agilité, on la mène d'abord pour résoudre des problèmes. Grâce à ça, on a une traction, comme on dit. On a quelque chose, on le fait pour une raison. On fait pas personne ne veut devenir agile pour devenir agile. On le fait pour quelque chose. Prenez quelque chose qui est un problème qui vous agace, qui est récurrent, qu'on ne sait pas forcément régler avec des pratiques ordinaires, genre en y lançant plus d'argent dessus ou en engageant plus de gens. Et à partir de là, regardez des choses comme des hacks au niveau de l'autonomie, au niveau de la vitesse de décision, au niveau d'un produit minimal, dépendamment de quel genre de problème vous faites face, et appliquer un hack à un problème spécifique dans l'agilité, pour amener plus d'agilité. Puis à partir de là, vous allez pouvoir cheminer. Mais il faut être pragmatique par rapport à ça. Ouais, merci beaucoup, Bruno. Fort intéressant, toute cette notion d'agilité-là. Également, ce qu'on va faire, comme on a fait avec la plupart de nos spécialistes, on travaille avec un pigiste, on va faire un article avec Bruno également en complément de ce webinaire-là, de cette conférence virtuelle-là. Donc, en fait, Bruno pourra également donner ses conseils et vous donner d'autres notions en lien avec l'agilité. Donc, ça risque d'être intéressant. Quand ça sera fait,
on pourra vous informer sur nos différentes tribunes. Je vous invite également à la meilleure façon de rester au courant de tout ce qu'on publie, ce qu'on fait, c'est de s'abonner à notre infolette. On est rendu à plus de 8000 personnes qui sont abonnées. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une belle façon là, de communiquer avec vous. Donc, merci beaucoup, Bruno, grandement apprécié. Je le rappelle, Bruno, il est donné de son temps là, pour pouvoir venir nous donner quelques conseils. Donc, au nom de toute la communauté de Gatineau, d'ID Gatineau, on te remercie beaucoup de ta présence. Merci également, André. Merci encore une fois d'avoir été présent. Je vous rappelle qu'André est à l'accueil. Vous pouvez le rejoindre au 819-921-1477. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec votre entreprise, si vous avez besoin d'aide, André peut vous diriger, vous parler des programmes qu'on administre, mais également d'autres programmes qui existent pour vous venir en aide. On a également notre site Internet, je vous rappelle, idgatineau.ca. On a 2 pages qui ont été créées pour la COVID-19, donc une qui parle plus des programmes financiers, l'autre qui vous parle plus de la réouverture, donc de la relance des entreprises. Vous allez trouver une tonne d'informations, dont un répertoire d'entreprises qui offre des équipements de sécurité également. Donc, on vous invite fortement à aller visiter notre site web, à vous abonner à notre infolette et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur ça, messieurs, merci beaucoup encore une fois. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont assisté, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée.